République démocratique du Congo, les médecins reprennent le chemin des hôpitaux. Ils observaient un mouvement de grève depuis 3 semaines. À suivre dans ce journal les raisons de cette suspension. Les activités de 2 organisations suspendues au Tigré dans le nord de l'Éthiopie, Médecins sans frontières et le Conseil norvégien pour les réfugiés, sont accusés de désinformation. Et puis en Zambie, la tension monte à quelques jours des élections générales qui s'annoncent serrées. Partisans du pouvoir et de l'opposition s'affrontent. On dénombre déjà des morts. Voilà le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Les syndicats des médecins congolais ont invité ce mercredi tous leurs affiliés à reprendre le travail dans les hôpitaux de la République démocratique du Congo. Ces centres de santé étaient paralysés depuis 3 semaines par une grève générale. Tous les médecins sont invités à reprendre le travail. À l'issue des négociations avec le gouvernement, la grève est suspendue sur tout le territoire national, a déclaré Dr Mankoi Badjoki, président du syndicat des médecins du Congo, Sinamed. Le gouvernement s'est engagé à verser une prime de 200 000 francs congolais, soit $100 aux médecins débutants, et de 400 000 francs, soit $200 aux gradés, primes qui passeront respectivement au 4e trimestre à 320 000, soit $160, et 640 000 francs congolais, soit $320 pour les hauts gradés, selon le document consulté par l'AFP. À Kinshasa, à Beni dans le Nord Kivu à l'Est et à Matadi dans le Congo central à l'Ouest, les blouses blanches sont rentrées dans les hôpitaux mercredi matin, ont constaté des correspondants de l'AFP dans ces villes. À Goma, chef-lieu du Nord Kivu, cependant, la reprise n'était pas encore effective. Par ailleurs, la partie gouvernementale a confirmé que le chef de l'État allait signer incessamment l'ordonnance présidentielle pour reconnaître des promotions en grade de plusieurs médecins. Pendant cette grève générale, seuls des cas d'extrême urgence étaient pris en charge par des médecins dans des centres hospitaliers préalablement désignés de manière rotative. La fin de cette grève intervient alors que la RDC fait face à une préoccupante 3e vague de la pandémie de Covid-19 qui a totalisé 50 529 cas confirmés, avec 1045 décès enregistrés selon les chiffres contenus dans le bulletin quotidien du ministère de la Santé, daté de lundi, et une pénurie de vaccins. Les personnels commis à la lutte contre cette pandémie ont perçu une avance de 3 mois de leur salaire sur des arriérés de 7 mois après des négociations avec le gouvernement. L'ONU hausse le ton contre les autorités éthiopiennes. L'organisation a condamné les accusations dangereuses de partialité faites par le gouvernement éthiopien à l'encontre des travailleurs humanitaires au Tigré, c'est dans le nord. La région est donc en guerre et l'aide humanitaire peine toujours à arriver sur le terrain en dépit de la famine. Le gouvernement éthiopien a par le passé accusé les travailleurs humanitaires d'être du côté des forces rebelles issues du Front de libération du peuple du Tigré, voire même de les armer. L'ONU a condamné mardi les accusations dangereuses de partialité faites par le gouvernement éthiopien à l'encontre des travailleurs humanitaires au Tigré, région en guerre où l'aide alimentaire peine à arriver malgré la famine. Au moins une dizaine de travailleurs humanitaires ont été tués depuis que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale au Tigré en novembre 2020 pour destituer les autorités régionales. Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires a rappelé que 100 camions chargés d'aide devraient atteindre la région chaque jour pour répondre aux besoins et que les conditions devaient pour cela changer. Les accusations généralisées contre les travailleurs humanitaires doivent cesser. Pourquoi ? Parce qu'elles sont injustes. Elles sont contre-productives. Elles doivent être soutenues par des preuves s'il y en a. Et sincèrement, c'est dangereux. Un responsable gouvernemental, Redouane Hussein, a accusé le mois dernier certains ONG d'armer l'autre camp en référence au TPLF, mais sans donner plus de détails. Les humanitaires se plaignent qu'en dépit de la déclaration d'un cessez-le-feu fin juin, l'accès de l'aide au Tigré reste mauvais, perturbé par l'insécurité et les blocages administratifs. Quelques 5,2 millions de personnes, soit plus de 80% de la population du Tigré, vivent grâce à l'aide extérieure, selon l'ONU, pour qui 400 000 personnes y connaissent la famine.
Et on reste toujours au Tigré dans le nord de l'Éthiopie où 2 organisations sont interdites provisoirement d'activité. L'Éthiopie a justifié ce mercredi la suspension des activités de Médecins sans frontières et du Conseil norvégien pour les réfugiés. Ces organisations sont notamment accusées de diffuser des fausses informations. MSF et NRC répandent de la désinformation dans les médias sociaux et sur d'autres plateformes en dehors du mandat et des objectifs pour lesquels ces organisations ont été autorisées à opérer, affirme un communiqué des autorités éthiopiennes. Le communiqué ne présente aucun exemple de la désinformation dont se sont rendues coupables les 2 organisations qui ont indiqué mardi avoir demandé des explications à cette suspension. Selon les Nations Unies, plusieurs centaines de milliers de personnes sont dans une situation proche de la famine, après avoir été notamment déplacées par les hostilités qui frappent le Tigré depuis novembre 2020. Le gouvernement éthiopien a également accusé MSF et le NRC d'employer des étrangers qui ne disposent de permis de travail appropriés et assure que MSF a importé illégalement du matériel de transmission satellite. Selon le communiqué, la fondation Al Maktoum, une ONG centrée sur l'éducation et basée à Dubaï, a également été suspendue pour n'avoir pas suivi les régulations anti-Covid et pour mauvaise gestion de son budget. Il n'a pas été établi si Al Maktoum opérait au Tigré. Plusieurs milliers de manifestants sont descendus ce mercredi dans les rues de la capitale du Ghana, Accra. C'est notamment pour protester contre l'action gouvernementale du président Nana Akufo-Addo, élu il y a quelques mois. Depuis plusieurs mois, des jeunes au Ghana s'organisent autour du hashtag #FixVécantRui, préparer le pays sur Twitter, pour dénoncer les difficultés économiques auxquelles ils font face depuis le début de la pandémie. Début juillet, une marche similaire avait été déjà organisée, soutenue par le principal parti d'opposition au Ghana, le National Democratic Congress, NDC. Les manifestants ont défilé ce mercredi dans le calme, dans le centre de la capitale, en entonnant des chants patriotiques. Ils ont brandi des pancartes sur lesquelles il était inscrit « La corruption engendre la pauvreté » ou encore « Réparer notre système éducatif maintenant ». Il s'agit de la seconde manifestation d'envergure organisée dans le pays depuis que la Cour suprême a rejeté en mars le recours du candidat du NDC John Mahama qui contestait les résultats de l'élection présidentielle remportée en décembre par le président sortant Nana Akufo-Addo. Face au poids croissant de la dette publique et aux retombées de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a imposé de nouveaux impôts qui, conjugués à la hausse des prix du carburant, ont provoqué le mécontentement de nombreux Ghanéens, résumé par le hashtag #FixVécantRui. Depuis les années 2000, ce pays de 30 millions d'habitants riche en or, cacao et plus récemment pétrole a connu une forte croissance. Mais certaines régions, notamment dans le nord, continuent de vivre dans le plus grand dénuement. La crise provoquée par le coronavirus a durement touché le pays dont la croissance en 2020 s'est établie autour de 0,9% selon le FMI, soit le taux le plus bas depuis plus de 30 ans. Et au Maroc, le journaliste Souleymane Graïsoul a demandé à être hospitalisé pour mettre fin à sa grève de la faim entamée il y a 118 jours. L'homme des médias a récemment été condamné à 5 ans de prison pour agression sexuelle. Interpellé en mai 2020, Souleymane Graïsoul a été condamné début juillet à 5 ans de prison pour agression sexuelle après une plainte déposée par un militant LGBT. Des faits qu'il a toujours niés. Depuis plus de 3 mois, le journaliste au ton critique refuse de s'alimenter pour protester contre une grande injustice. Le parquet, lui, affirme qu'il a bénéficié d'un procès équitable. Ce mardi, son avocat, maître Miloud Kandil, a indiqué qu'il a demandé à être hospitalisé pour mettre un terme à sa grève de la faim. Il est d'accord pour suspendre sa grève de la faim, mais son état de santé est tellement grave qu'il a besoin d'être hospitalisé, selon son avocat. De son côté, l'administration pénitentiaire avait assuré lundi soir que l'éditorialiste de 49 ans refusait de se rendre à l'hôpital depuis le 30 juin dernier et refusait également de se faire contrôler ses signes vitaux d'après un communiqué. Ce week-end, l'état de santé du journaliste s'est détérioré après un malaise. Il avait perdu conscience, il était dans une situation hideuse. Je l'ai vu lundi, j'avais l'impression de parler avec un cadavre, a souligné maître Kandil.
Récemment, plus de 350 personnalités marocaines et étrangères ont appelé l'éditorialiste à mettre un terme à sa grève de la faim. Dans son communiqué, l'administration pénitentiaire a accusé les soutiens du journaliste d'être des personnes dénuées de conscience et de patriotisme, cherchant à induire en erreur l'opinion publique. Et en Zambie, au chapitre politique, la tension monte sur le terrain. Ce pays d'Afrique australe, notamment à une semaine des élections générales qui seront âprement disputées. Des explosions de violence politique ont entraîné un déploiement militaire sans précédent sur le terrain. Le scrutin risque de se jouer serré entre le président Edgar Lungu, 64 ans, et le chef de l'opposition Hakainde Hichilema, 59 ans, qui se présente pour la 6e fois. Les réunions électorales sont interdites pour cause de Covid, ce qui n'empêche pas leurs partisans respectifs de s'affronter sporadiquement depuis juin, munis de haches, machettes et autres tournevis. Au moins 3 morts selon la police. Les 2 derniers, des militants du Front patriotique PF au pouvoir, battus à mort, ont poussé le président dimanche à mobiliser l'armée pour maintenir l'ordre. Mais l'opposition, comme de nombreux observateurs, redoute que les soldats dans la rue n'intimident les électeurs. Les violences se sont concentrées à Lusaka, traditionnellement un bastion de Lungu, mais aussi dans les provinces du Nord et du Nord-Ouest, respectivement fiefs du PF et du principal parti d'opposition, l'UPND. Le président sortant n'avait battu que de justesse son opposant de longue date, surnommé HH, lorsqu'il s'était présenté pour la première fois à la présidence en 2015, puis lors des législatives de l'année suivante. L'inflation et la hausse du chômage alimentent la déception à l'égard de Lungu, accusé de s'être engouffré dans des projets d'infrastructures coûteux et d'avoir plongé le pays riche en cuivre dans le premier défaut de paiement de la dette en Afrique depuis la pandémie. Un sondage Afrobaromètre fin 2020 trouve moins d'électeurs se déclarant proches du PF que 3 ans plus tôt. Et le nombre de sondés refusant d'indiquer pour qui ils vont voter est passé de 12% à 38%, signe tangible d'une peur croissante. Les défenseurs des droits de l'homme dénoncent un pouvoir devenu de plus en plus intolérant face aux voix discordantes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. Restez informés à chaque instant sur SICA.